les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, la victime de Bruce Walton. Je peux en rire, mais il est vrai que cette histoire a bien mal commencé. Tenez, quand j'y pense, j'en ai froid dans le dos. Mais écoutez plutôt. Après avoir tué le début de la soirée dans un bar du voisinage, je rentre chez moi vers 22 heures. Je regarde la télévision quelque temps, je bois encore une bière et puis je vais me coucher. Et c'est à cet instant précis qu'on frappe à ma porte. Je n'attends personne, mais comme je n'ai rien à cacher et que le quartier est relativement tranquille, je vais ouvrir. 2 hommes se tiennent sur le seuil. Ils me repoussent brusquement à l'intérieur de la pièce et entrent. Le plus âgé des deux referme la porte. L'autre continue à me pousser jusqu'à ce que je me trouve adossé au mur. Ils doivent me prendre pour quelqu'un d'autre. Moi, je fais une drôle de tête. Ils me fouillent et épluchent le contenu de mon portefeuille. J'arrive malgré tout à trouver le courage de leur demander ce qu'ils me veulent. Les questions, c'est nous qui les posons, mon gars. Je suis l'inspecteur Martin et voici l'inspecteur Santino. Eh bien, moi, je m'appelle Ellis Thompson, monsieur. Vous devez faire erreur. Nous savons qui vous êtes, Thompson. L'erreur, c'est vous qui l'avez commise. Allez, en route. Et un quart d'heure plus tard, on arrive tous les trois au commissariat. Je ne sais toujours pas pourquoi ces 2 policiers m'ont embarqué. Ils me conduisent dans le bureau du commissaire principal Hoffman. Il y a là également dans la pièce Louis Borge, le directeur de la police, le procureur général MacDonald, un certain nombre de policiers et un sténographe. Et l'interrogatoire commence. Ils ont complètement oublié de me rappeler que j'ai le droit à un avocat et que je ne suis pas forcé de répondre à ces questions qui tendent à m'accabler. Mais je suis trop fatigué pour protester. Alors, on fait entrer dans la pièce une blonde, bien en chair, super décolorée, au maquillage accentué et aux paupières trop vertes. Le commissaire me désigne du doigt et demande à la blonde si je suis l'homme en question. « Oui, monsieur le commissaire, c'est lui, c'est bien lui. »« Merci, mademoiselle Travis, ce sera tout pour le moment. » La fausse blonde sort. Arrive ensuite un petit bonhomme rabougri, aux yeux cernés, avec une petite moustache rousse. Le barman du trèfle. Si je me souviens de lui, lui aussi se souvient de moi. Et il le dit. « Oui, monsieur le commissaire, même tête, même manteau, même chapeau. Mais il est venu au bar plusieurs fois cette semaine. Ah, ça, impossible de s'y tromper. » Et le barman, Joey, raconte ainsi qu'arrivé vers 9h30, je suis reparti un peu après minuit, sensiblement en même temps qu'une certaine Hélène Logan. Le commissaire le remercie et il s'en va. Je suis en eau, je m'essuie le visage. Je voudrais bien avoir un avocat. Seulement, si j'en réclame un, est-ce qu'ils vont pas s'imaginer que je me sens coupable? Non, plutôt coopérer. D'abord, qui est cette fille dont vous me parlez, monsieur le commissaire? Une gamine de 17 ans, brune, avec un petit pull rouge. Hélène Logan. Mais je la connais pas, monsieur le commissaire. Moi, je l'ai jamais vue, cette Hélène Logan. Et j'entends des mots qui me concernent. J'écoute et ma gorge se dessèche. Vous l'avez suivie quand elle a quitté le bar. Elle est montée dans votre voiture. Vous l'avez conduite derrière la taverne, n'est-ce pas, Thompson? Mais absolument pas, monsieur le commissaire. De quoi vous me parlez, là? Avouez, Thompson. Mettez-vous à table, dites-nous la vérité. Ce sera plus facile pour tout le monde. Mais je comprends rien, monsieur le commissaire. De quoi vous me parlez, là? Nous pouvons le prouver, Thompson. Mademoiselle Travis a tout vu. Et j'entends des mots. Encore des mots qui ne signifient rien pour moi, mais qui ne cessent de m'arriver aux oreilles. Des mots qui racontent ce que quelqu'un a fait, des choses horribles, une agression, une jeune fille assassinée à coups de pierre. Je continue à leur demander de quoi ils parlent. Et puis soudain, je me tais. J'ai fini par comprendre. Ils sont persuadés que c'est moi le coupable.
Décidément, tout est contre moi. Quel cauchemar. Parviendrai-je à me tirer de ce mauvais pas? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Quant à moi, je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit. La vérité. Je jure que je dis la vérité. Je suis innocent. Je ne connais pas d'Hélène Logan. Non, je ne l'ai pas remarqué, il y avait tellement de monde. Mais j'ai beau m'échiner à dire la vérité, je ne suis pas très convaincant. MacDonald, le procureur général, lui, en revanche, il est convaincant. Il s'étend longuement sur le témoignage de cette mademoiselle Trévis. Il évoque mes sorties nocturnes en quête de filles désemparées. Il me présente comme un monstre, un sadique impitoyable. Sa conviction est absolue. Il met le tribunal au défi de réfuter ces accusations. Le seul qui devrait le faire, c'est Mercer, mon avocat commis d'office. Mais il n'ose pas. Il se contente de déclarer que j'ai dit la vérité et qu'il n'a plus rien à ajouter. Son appel déclenche une seule réaction, plutôt violente, celle du juge qu'il prie avec impatience de parler plus fort. Mercer en reste muet. Pour ma part, je n'ai rien à ajouter. Inutile d'aggraver encore mon cas. Je suis donc inculpé d'assassinat. On m'enferme dans une cellule pour attendre le jugement. Ma photo paraît dans tous les journaux. Elle n'est pas flatteuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà que je suis pas très beau. Dans l'article, on m'accuse d'être un monstre et on réclame à grand cri ma mort sur la chaise électrique. Là restent également des photos de ma soi-disant victime et des commentaires sur moi de mon ex-femme, qui ne sont guère flatteurs non plus. Mercer vient me voir en prison. Il semble désolé pour nous deux. Vous êtes dans le pétrin, M. Thompson. Plaidez coupable. Faites appel à la clémence du tribunal. Peut-être qu'ainsi vous pourrez échapper à la chaise électrique. Sinon, seul un miracle pourrait vous sauver. Enfin, bon sang, maître, vous semblez oublier que je suis innocent. Je bondis de ma couchette et je le saisis aux épaules pour le secouer comme un prunier. Il est fou. Tout le monde est fou. J'ai rien fait de mal, moi. Mais nous n'avons aucun élément en votre faveur, Thompson. Tout est contre vous. Vous n'avez pas de témoins, pas d'argent, pas d'alibi. L'accusation et le tribunal veulent un procès rapide, sans histoire, et une condamnation pour assassinat. Fou de colère, je lui dis d'aller au diable et de ne jamais revenir. S'il revient, je ne serai plus responsable de mes actes. Il se hâte de vider les lieux. J'ignore où il va, mais que je ne le revois plus. Je me sens pris au piège. Impuissant. Affolé par la peur et le désespoir. Je suis seul, affreusement seul. Je vais mourir tout seul, sans une chance de m'en sortir. On veut m'assassiner. Je me réveille brusquement au milieu de la nuit avec un nom en tête. Jim Ferras. Jim Ferras, l'avocat des grandes causes criminelles considérées comme perdues. Je me souviens avoir lu, il y a quelques mois, un article sur lui dans un magazine. Jim Ferras s'occupe des gens abandonnés de tous, ceux qui n'ont plus aucune chance de s'en sortir. On dit qu'il réussit des miracles. C'est lui qu'il me faut. Avec autant d'espoir qu'un enfant qui s'adresse au Père Noël, j'écris une lettre que je confie à mon gardien. Cher Monsieur Ferras, je fais appel à vous en dernier recours. Je ne vous connais pas personnellement et vous ne savez pas qui je suis. Je suis accusé d'assassinat, mais je suis innocent. Innocent. Le tribunal m'a donné un avocat, mais c'est un incapable et il me laisse complètement tomber. Je risque la chaise électrique alors qu'il n'y a aucune preuve contre moi. Seulement la fausse déclaration d'un témoin, une certaine mademoiselle Trévis, qui n'a pas pu me voir commettre ce crime puisque je ne l'ai pas commis. Je n'ai pas d'argent. Mais voulez-vous venir à mon secours? Vous êtes ma dernière chance. Calme, assuré, souriant.
Maître Ferraz vient me voir dans ma cellule dès le surlendemain. Gentiment, il m'offre une cigarette et puis m'écoute, sans prononcer un mot. Ensuite, il se lève et me serre la main. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mon garçon. Je vais me procurer une copie des dossiers de la Chambre des mises en accusation et interroger tous les gens mêlés à cette affaire. Nous avons un point en notre faveur, Thompson. Ce témoin oculaire, cette mademoiselle Travis, la seule preuve qu'il possède. Je vais tout d'abord m'occuper d'elle. Oh, merci, maître. Merci. Ne me remerciez pas, mon garçon. Vous me remercierez plus tard. Pendant 3 jours, Maître Ferraz étudie toutes les possibilités, toutes les circonstances de l'affaire. Il interroge les témoins. Il retrouve l'homme qui, d'après mademoiselle Travis, se trouvait avec elle et lui fait signer une déclaration. Il en obtient une également de Joel Barman. Il porte ces déclarations, plus des renseignements obtenus au bureau local de la météorologie, à la Chambre des mises en accusation. Le juge écoute Maître Ferraz et lit les dépositions, puis convoque 3 hommes pour les vérifier. Ce soir-là, Maître Ferraz vient me voir. Bonsoir, maître. Comment va mon affaire? Quelle affaire, mon garçon? Il n'y a pas d'affaire, Thompson. Il n'y en a jamais eu. Vous êtes libre. Allez, venez. Je vous offre un verre et un bon repas. Je veux le remercier, mais mes jambes se dérobent sous moi et je tombe dans les pommes. Le juge Winters m'a innocenté de l'accusation d'assassinat. Le miracle s'est produit. Joel Barman a dit au juge qu'il n'a jamais affirmé m'avoir vu quitter le bar après la petite Logan. C'est le ton assuré du procureur qui a donné cette impression. Quant au pseudo-témoin du crime, cette mademoiselle Travis, le juge le décrète indigne de foi. Interrogée par Maître Ferraz, cette mademoiselle Travis a reconnu qu'elle était un peu ivre le soir du crime. Pressée de citer le nom de son compagnon, elle en a cité 2. Le premier affirma ne pas l'avoir vue du tout ce soir-là. Quant à l'autre, il reconnut avoir été avec elle, mais déclara n'avoir rien remarqué de suspect. Il n'aurait rien pu voir, d'ailleurs, parce qu'il faisait noir comme dans un four. D'après le bulletin de la météo, il avait raison. Le ciel était couvert d'épais nuages et la lune totalement invisible, contrairement à ce que prétendait cette mademoiselle Travis. Maître Ferraz m'affirme qu'il y a là un cas évident de négligence criminelle de la part de l'État et que tous les responsables de ma condamnation se sont rendus coupables de cette négligence. Je bois ces paroles comme du whisky de 20 ans d'âge. J'ai failli passer sur la chaise électrique et seul un miracle m'a sauvé. Mais combien d'innocents ont été ainsi assassinés par l'État? Ellis Thompson a failli mourir pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il sait maintenant que la liberté se conquiert au prix de la vigilance éternelle. Ainsi se termine l'article de l'Evening News que je prends grand plaisir à lire. D'autant que c'est de la bonne publicité et que maintenant, je vais avoir besoin de la sympathie et de l'appui du public. Car maintenant, c'est à moi d'attaquer. L'article à la main, je vais trouver Maître Ferraz. Oui, Thompson, c'est un très bon article qui va nous aider dans notre procès contre l'État. Vous voulez de l'argent, et moi je veux liquider ce procureur général qui peut évaluer le prix de nos souffrances, hein? L'État a les moyens de payer, et il paiera, je vous le jure. Il faut rappeler aux gens de temps à autre qu'ils ont des responsabilités, en particulier celle de nommer des hommes respectables aux postes officiels. Il promet de m'appeler à l'hôtel où je réside désormais dès qu'il y aura du neuf. Et je descends téléphoner dans la cabine d'un drugstore qui n'est pas sur table d'écoute. J'appelle mademoiselle Travis. La ligne est occupée. En attendant de rappeler, je me mets à penser à l'histoire fantastique qui vient de m'arriver. J'ai quand même risqué ma peau. J'en ai des sueurs froides. Heureusement que j'ai pas réfléchi à tout ça avant de me lancer, sinon je l'aurais jamais fait. Et je serais encore une poire
comme je l'ai toujours été. Et à présent, c'est fini, c'est bien fini. Vous ne me suivez pas très bien, hein? Oui, je vois. Alors, écoutez-moi. La vérité, la vraie vérité, seule Mademoiselle Trévis et moi la connaissons. Même pas Maître Ferras. Et la vérité vraie, la voici. J'ai rencontré Mademoiselle Trévis, non pas au bar du Trèfle, le soir du crime, comme tout le monde le croit, mais seulement le lundi suivant, dans un autre bar. Nous avons sympathisé et bavardé un moment. Solitaires, blasés et déçus par la vie l'un et l'autre, nous étions de la même humeur, sur la même longueur d'onde, comme on dit. Elle avait perdu tout espoir de décrocher la timbale ou de gagner le gros lot. Pas moi, cependant. À un moment, elle me parla de l'assassinat de la petite Hélène Logan, dont elle avait lu les détails, comme moi, dans les journaux. Dire qu'elle s'était arrêtée si près du lieu du crime en voiture ce soir-là avec son ami, elle en avait la chair de poule. C'est alors que l'idée m'est venue. Une idée de génie. La première et peut-être la dernière que j'aurai. Mais une seule idée suffit, n'est-ce pas, quand elle est géniale. Et celle-là l'était. Et même complètement folle par-dessus le marché. Mais elle m'a fouetté le sang comme un coup de cravache. J'en ai parlé à Mademoiselle Trévis, qui trouvait que c'était de la démence. Écoutez, Dorothée, il faut savoir être un peu fou si on veut gagner gros. Ni vous ni moi n'avons jamais pris de risque. Vous voyez où nous en sommes. Alors je lui explique qu'un copain à moi, dans le Missouri, a intenté un procès à l'État pour une affaire analogue et que ce qu'il a touché lui a permis de prendre sa retraite. Vous inquiétez pas, Mademoiselle Trévis. Tous les risques sont pour moi. Le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'on vous traite de menteuse. Bon, vous n'aurez qu'à dire que vous étiez ivre, que vous avez eu des visions. Ça l'a fait rigoler. Et finalement, elle accepte. Le soir même, elle téléphone mon signalement à la police. Elle connaît par cœur l'histoire que nous avons mijotée. Une histoire avec une grosse brèche dedans pour plus de sécurité. Et puis, les policiers viennent me chercher et vous connaissez la suite. Je sais que je ne me suis pas beaucoup amusé dans cette cellule, mais Dorothée Trévis a été impeccable. Faites miroiter beaucoup d'argent devant une femme et elle devient la meilleure actrice du monde. Maintenant, c'est fini. Sauf qu'on va toucher le gros lot. Dorothée Trévis a fini de téléphoner et j'arrive enfin à la joindre. Je lui explique que je viens de quitter Maître Ferras et que tout va très bien. Tant mieux, Thompson. Je recommencerai pas pour tout l'or du monde. Vous inquiétez pas, Dorothée. Maître Ferras vient de déposer ma demande en dommages et intérêts au bureau du contrôleur. Il les accuse de m'avoir arrêté injustement, incarcéré illégalement, inculpé sans preuve valable et condamné. Qu'ils m'ont fait perdre ma situation et qu'ils ont ruiné ma réputation. En outre, ils demandent 150 000 $ de plus comme honoraire et 200 000 $ en supplément pour dédommagement. Oh, c'est fou, Thompson. Combien on va toucher? 1 million de $, ma chérie. Je crois que le chiffre lui coupe la respiration. Quand pourrais-je vous voir, Thompson? Il nous faut être très prudent, Dorothée. Mais on sera bientôt à Acapulco, vous et moi, et on rattrapera le temps perdu. Je vous le promets, ma chérie. Comme elle ne répond rien, je raccroche. En quittant la cabine, je sens une sorte de souffle froid sur ma nuque. Je me retourne. Personne. Tout va bien. Mais une question continue à me tracasser. Qui a vraiment assassiné Hélène Logan? Dieu fasse qu'on le trouve
et qu'on le punisse. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Assurion. Aujourd'hui, la victime de Brice Walton.